vous continuez ce que vous avez refusé d'avouer sous serment, et c'est ça qui est inquiétant, lors de la commission d'enquête, où vous avez prétendu que les déficits historiques que la France a connus n'étaient dus qu'à des erreurs techniques. Mais non, et vous l'avouez dans votre plan, et vous l'avouez aujourd'hui, Madame les ministres. Si, pas vous, mais d'autres macronistes ont prêté sous serment. Je vous invite à lire et à écouter ces auditions où vos prédécesseurs nous ont expliqué que c'était uniquement des erreurs techniques. Mais non, c'était évidemment une absence totale de maîtrise des dépenses. Il suffisait pour cela de lire le rapport de la Cour des comptes. Vous n'avez jamais maîtrisé les dépenses et les fameuses erreurs techniques dont vous avez prétendu inonder de désinformation les Français était un maquillage massif des comptes publics pour acheter les élections et pour tromper les électeurs aux élections européennes et, plus grave, aux élections législatives. Vous avez maquillé les comptes et aujourd'hui, nous devons en payer les pots cassés par un plan qui pourrait en être un, mais malheureusement, c'est quand même le défaut principal de ce que vous nous présentez aujourd'hui et ce que vous avez présenté devant la Commission des finances, c'est que votre plan n'en est pas un. Je suis désolé, messieurs les ministres, comme monsieur Bayrou lors de sa conférence de presse pour nous dire ce que nous savons déjà, vous êtes les marathoniens de l'enfonçage de portes ouvertes et des virtuoses du pipeau. Vous nous dites ce que nous savons déjà, ce que les Français éprouvent déjà. Il n'y a rien de nouveau et surtout, il n'y a pas de plan. Une preuve parmi d'autres. Sur les 200 pages dont vous nous avez affligés, il y a 2 pages, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, sur votre plan d'économie. Voilà, 2 pages sur 200, voilà votre grand plan de réduction des dépenses. L'année prochaine, 6 milliards de hausse de la contribution à l'Union européenne. 6 milliards de hausse, nous allons passer de 25 milliards à 31 milliards. Continuons à dépenser un argent que nous n'avons pas pour enrichir nos concurrents, en particulier à l'Europe de l'Est, qui vont pouvoir, avec l'argent des Français, continuer à accueillir les usines de Picardie, continuer à accueillir les usines Lorraine, puisque vous financez notre propre concurrence interne. Il n'y a pas que l'Asie qui nous concurrence de manière déloyale, il y a au sein du marché commun des pratiques déloyales. Et non seulement vous ne les condamnez pas, non seulement vous ne les combattez pas, mais vous les enrichissez. Vous subventionnez notre propre concurrence au sein du marché européen. De la même manière que vous parlez toujours de la fraude fiscale, je vous rappelle que nous avons au sein du marché européen les plus dramatiques des parasites fiscaux, en particulier l'Irlande. L'Irlande que nous avons sortie de la pauvreté avec l'argent des Français, que nous avons remonté et qui aujourd'hui s'enrichit est le cheval de Troie des États-Unis, le cheval de Troie des multinationales américaines, et vous ne luttez jamais. Certains nous ont expliqué que nous en étions là parce que les comptes auraient été maquillés. Et je pense qu'il est très précieux que nous ne partions pas sur des fausses idées que le déficit au fond serait le fruit d'un grand complot. Le déficit public, il est le fruit, on le sait, d'une crise qui s'appelait le Covid, puis une crise de l'inflation, puis un choc qui a touché toutes les économies occidentales, d'une désinflation très rapide, qui a beaucoup pesé sur les recettes en 2023-2024 et qui, d'après tous les rapports, le vôtre compris, membre de la Commission des finances, commission d'enquête, montre qu'il n'y a pas de biais, qu'il n'y a pas d'erreur dans le modèle, mais qu'il y a eu beaucoup d'aléas et donc un choc macroéconomique constaté et qui a demandé potentiellement des ajustements qui auraient pu être faits, j'ai lu votre rapport, Monsieur le Président, des ajustements qui auraient pu être faits plus rapidement et qui nous amènent aujourd'hui à mener cette politique de transparence totale avec un rendez-vous le 15 avril, un rendez-vous fin juin, un rendez-vous en septembre, pour que nous vous donnions toute la transparence. Reprocher les évolutions successives de la croissance. Mais d'abord, qui aurait imaginé que la censure ait un effet aussi négatif sur la croissance? Il a été au moins de 0,3%. Vous parlez d'un tsunami que nous affrontons avec les mêmes rames. J'apprécie la formule. Et le tsunami, effectivement, est là parce que nous sommes au bout d'une situation où, du fait d'événements extérieurs, les crises et notamment la crise du Covid, notre situation d'endettement est telle que, en réalité, si nous augmentons les impôts, cela aura un effet récessif, même si ça réduit le déficit. Si, en revanche, nous augmentons les dépenses, ce qui augmentera le déficit. Alors après, vous nous faites... je passe... Monsieur Zitzenstuhl, excusez-moi, mais c'était d'ailleurs savoureux votre discours. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans et on a l'impression que vous venez d'arriver et vous découvrez l'étendue de la catastrophe. Vous dites, oh là là, bah si, c'est ça la vérité. Mais la seule chose qui était vraie dans votre discours, c'est que vous avez dit, il y a besoin d'humilité, et je crois que c'était une critique contre le président de la République et contre le gouvernement, et là-dessus, je vous suis totalement.
et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, c'est toujours cette incapacité à se remettre en question et à remettre en question une politique qui ne porte pas ses fruits. C'est toujours les mêmes éléments de langage auxquels vous donnez parfois le sentiment de ne pas croire vous-même. On a l'impression que vous nous préparez au même, que vous nous condamnez au même scénario. De la même façon qu'en 2024, le budget avait été adopté en 49.3, ça a été le cas en 2025. De la même façon qu'en 2024, vous aviez fait d'énormes erreurs de prévision sur les recettes. Là, c'est à nouveau la même chose. Je rappelle que vous avez bâti un budget avec une hypothèse de croissance de 1,1. Après, c'était 0,9. Après, c'était 0,7. Aujourd'hui, les institutions financières parlent de 0,5. Et ça fait partie des choses que vous n'avez pas anticipées. Et je rappelle aux collègues que le socle de croissance, aujourd'hui, il a diminué comme peau de chagrin. Et face à ça, il faudrait réagir, par exemple, en proposant un projet de loi de finances rectificative que vous vous obstinez à refuser en dépit des changements internationaux, en dépit de l'obsolescence de vos paramètres. Et en fait, la seule marge de manœuvre qu'on aurait vraiment, et sur laquelle vous vous refusez obstinément d'agir, ce sont les recettes. Comme l'a très bien dit d'ailleurs le président de la commission des finances, je rappelle quand même que dans la zone euro, c'est en France qu'elles ont le plus diminué depuis 2019. Normalement, ça devrait vous inciter à agir, mais au contraire, vous obstinez à ne rien faire, au point de refuser quelque chose qui a été voté par l'Assemblée nationale il y a quelques mois, c'est-à-dire la taxation sur les ultra-riches. Et ce que vous proposez, en revanche, comme d'habitude, ce sont des gels, des surgels, des réservations. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'ai écouté votre discours, Madame la Ministre Montchalin, c'était vraiment un bijou de langage technocratique. J'ai entendu dire beaucoup, plutôt sur ce côté-là de l'hémicycle, je dois dire, que le sujet, ce sont les recettes. Écoutez, Mesdames et Messieurs les députés, je vais vous le dire franchement, les recettes publiques, à la fin de l'année 2024, c'est 51,3% de notre PIB. 51,3% de notre PIB. Je ne sais pas qui, aujourd'hui, peut penser que la solution, c'est d'augmenter dans notre PIB la part des recettes. Je ne sais pas qui peut le penser. Nous avons des Français qui nous disent qu'ils veulent être payés plus, moi aussi. Nous avons des entreprises qui nous disent qu'elles veulent recruter et qu'elles sont freinées parce que le poids des charges, eh bien, faisons-le. Regardons la différence avec l'Allemagne, regardons la différence avec l'Italie, regardons la différence avec l'Espagne. Sans une économie dynamique, sans des ménages qui gagnent bien leur vie, je ne sais pas comment nous pouvons imaginer une trajectoire de finances publiques. Mais quand même désincarné, parce que derrière ces gels et ces surgels, il y a des programmes, il y a des missions, il y a des gens, il y a des vies, il y a des territoires. Et tout ça, vous semblez en faire fi au point de proposer des choses qui sont totalement contradictoires avec ce que vous proclamez par ailleurs, Monsieur Lombard. 500 millions de moins pour la recherche et l'enseignement supérieur. Alors même qu'on dit on va faire venir à nous les chercheurs américains qui sont persécutés dans leur pays. 500 millions de moins pour l'écologie, alors que vous dites à longueur de plateau que l'urgence du changement climatique impose de changer de politique. 500 millions de moins pour la mission économie. À la fois France haut débit et adaptation des entreprises. Vous n'arrêtez pas de dire, vous croyez à l'innovation, vous croyez à la compétitivité, mais vous coupez dans les dépenses une fois de plus. Et d'ailleurs, ça donne un peu une impression de politique de gribouille, voire même de chien crevé au fil de l'eau. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas l'impression d'un cap, on n'a pas l'impression d'une stratégie. La seule chose que vous faites, c'est couper dans les dépenses, en disant, là, c'est les gels et surgels, et bientôt, ça sera 40 milliards. Mais 40 milliards, il faut voir ce que ça donne concrètement. D'abord, je pense que vous n'y arriverez pas, mais surtout, j'espère que vous n'y arriverez pas. Parce que c'est quand même, clairement, la récession que vous nous préparez. Je veux vous le dire très sereinement, l'objectif n'est pas ni trumpiste, je n'ai aucune passion pour la tronçonneuse, et je ne considère pas que la brutalité est une méthode. Je considère en revanche qu'une action publique efficace, une chaîne de commandement claire, une capacité à remettre de la lisibilité dans notre politique publique est un objectif sain. Le fameux tiers d'opérateurs dont j'ai parlé, la méthode c'est quoi? C'est de regarder où nous pouvons faire des mutualisations, des fusions, des rapprochements avec les ministères, bref, de redonner de la puissance à l'action publique. Et non, contrairement à ce que j'entends, Monsieur Verny,
Le but, c'est pas de supprimer des agences en considérant qu'on supprime avec leur mission. Le gouvernement français est en guerre contre son peuple, est une déclaration de guerre sociale. Votre gouvernement d'usurpateurs poursuit, mois après mois, son racket méthodique. Vous êtes drogués au 49.3 et au décret. Les députés doivent pouvoir se prononcer, que tout le monde l'entende. Si ce gouvernement reste en place, le massacre social ne s'arrêtera jamais. Alors vous voulez réduire le déficit. Quelle est la première dépense de l'État? Les dépenses fiscales, les cadeaux faits aux grandes entreprises, 200 milliards d'euros par an offerts pour engraisser les actionnaires. Vous financez les licenciements des ouvriers d'ArcelorMittal en fermant les classes de leurs enfants et en sacrifiant les EHPAD de leurs parents. Troisième élément, j'ai beaucoup entendu parler de retraités. Je tiens à le dire ici, je crois que nous sommes très attachés tous à la démocratie représentative, mais nous sommes aussi, je crois, tous attachés à la démocratie sociale. Il se trouve que dans le cadre du fameux conclave sur les retraites, qui a été ouvert parce que nous avons cherché à mettre l'ensemble des sujets sur la table, y compris tous les éléments qui pourraient être vus par certains comme des tabous, les partenaires sociaux, le président du MEDEF, le président de la CPME, le président du comité du corps, Gilles Berset, ont considéré que dans leur réflexion, ils souhaitaient pouvoir regarder l'ensemble des dispositifs qui amenaient au financement des retraites. Et il me semble que mon rôle de ministre, à nouveau, n'est pas d'interdire le débat. Je ne suis ici en train de ne porter aucune disposition fiscale cachée, aucune disposition qui serait au fond une manipulation ou une torsion du débat. Je crois en la démocratie sociale et je souhaite qu'elle aille à son terme. Elle nous fera des propositions. Nous avons pris l'engagement d'amener toutes ces propositions au Parlement et il me semble que c'est là aussi une parole donnée du Premier ministre qu'il nous faut tenir. C'est alors, Madame la Ministre, que vous annonciez enfin des baisses de dépenses publiques. Eh bien, vos propres députés, ou ce qu'il en reste, ont hurlé « enfin ». Donc il a fallu 7 ans aux macronistes pour découvrir qu'il fallait donc enfin des économies. C'est un aveu terrible sur effectivement ce que vous n'avez jamais fait, à savoir, oui, maîtriser la dépense publique. Et en fait, vous ne le faites toujours pas, puisque si on lit vraiment les chiffres pour 2025, la dépense publique continue à augmenter de 43 milliards d'euros et les impôts de 50 milliards d'euros, avec la moitié de dépenses nouvelles, plus de 20 milliards d'impôts nouveaux, plus de 20 milliards d'impôts nouveaux. Donc, les charges payent la politique familiale. Je crois que vous êtes un groupe attaché au soutien des familles. Donc les charges ne sont pas une spoliation des Français. Elles sont un modèle qui effectivement repose beaucoup sur les actifs pour financer un modèle universel de sécurité sociale. Que nous le réformions, que nous en discutions, que nous donnions un mandat aux partenaires sociaux, j'y suis favorable. Que nous laissions penser aux Français qu'il y aurait 40 milliards d'économies, que nous ne faisons pas par manque de courage ou parce que nous avons au fond des copains et des collusions, je ne peux pas le laisser le dire. Donc, mesdames et messieurs les députés, la baisse de la dépense publique, c'est un impératif. Nous allons le faire avec méthode, nous allons le faire avec vous et je pense que nous allons le faire de manière démocratique.